Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse avec 4 chroniqueurs pour refaire l'actualité. Nous ne parlerons pas d'élections car nous ne pouvons pas, selon les règles de l'ARCOM, c'est le nouveau nom du CSA, puisque vous le savez, comme l'émission est rediffusée après vendredi minuit, eh bien la campagne nous interdit de parler de qui que ce soit. Donc allez voter, mais nous n'en parlerons pas. Autour de la table, Yann Lindingre. Bonsoir Yann. Bonsoir Jérôme. Dessinateur de presse dans le groupe Ebra, au Canard enchaîné, entre autres. Entre autres parce que je suis aussi scénariste pour Groland. Exactement, et ça fera partie d'ailleurs de la prochaine question que je vous poserai. Vianney Huguenot, bonsoir Vianney. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Moselle TV, France Bleu, Le Petit Futé, entre autres. Entre autres. Voilà. En face, Cédric Rouillon, RCF Jéricho Moselle. Bonsoir Cédric. Bonsoir Jérôme. Avec la coupe prasanière qui va bien pour passer à la télévision. Juste pour vous Jérôme. C'est magnifique, je vous remercie. Frédéric Schnur, Toumès, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ça c'est la coupe, il faut vraiment que j'y aille. Oui, c'est ça. Je n'osais pas en parler. Comme moi. Oui. Ça commence bien. Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs pour commencer. Et Yann, vous avez commencé un peu à divulgacher la question que j'allais vous poser, mais vous venez de nous le dire, donc vous êtes dessinateur de presse pour le groupe Ebra, pour le Canard enchaîné, mais vous êtes aussi scénariste pour Groland, et c'est votre coup de cœur, justement. Oui, je recommande chaleureusement d'aller voir ce film magnifique et hilarant qui s'appelle En même temps, de mes collègues de bureau Delépine et Gus Kervern. Ce film génial que je n'ai pas encore vu. Ça, c'est de la bonne com. C'est de la bonne com. Mais voilà, je suis obligé d'être corporatiste. Corporate, voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est un film en fait assez drôle. C'est un maire de droite qui tente de corrompre un maire de gauche écolo voisin pour construire un parc de loisirs à l'endroit où se trouve une forêt à sauvegarder. Donc voilà, c'est évidemment très mes collègues parisiens de Groland sont allés à l'avant-première et ils m'ont dit que c'était vraiment très très bon. C'est vrai que j'ai vu quelques images et ça a l'air assez drôle, et notamment à un moment les deux protagonistes sont collés. Donc c'est pour ça que ça s'appelle En même temps, c'est-à-dire qu'ils sont collés face à... non pas face à face justement, dans l'autre sens. Et c'est assez Nous dirons drôle. En cuillère. Voilà, en cuillère exactement, pour être tout à fait poli. Quelqu'un a vu ce film En même temps ? Non. Par contre, sur cuillère, je suis pas sûr que ce soit ça, mais enfin bon, ça c'est une question de... Si, ça s'appelle La Cuillère. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Okay. Bon. Et Gustave Kervern et Benoît Delépine. Un mot d'ailleurs sur cette épopée Groland, ça devient historique, puisque vous en êtes un des 10 scénaristes, 30 saisons. Là, cette année, c'est la 30e saison. Voilà. Oui. C'est d'ailleurs dans le packshot de l'émission qui s'appelle Le Zapoy maintenant. Crac, c'est les 30 ans et on espère tous qu'il y aura une 31e année. Voilà, prions Saint Bolloré. Vous n'êtes pas trop tendu parce que, alors je ne voudrais pas vous porter la poisse, être l'œil noir, parce que les Guignols ont disparu, les émissions un peu drôles et caustiques ont disparu. On avait une réunion de rentrée donc en septembre, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, et Moustique avait demandé, puisqu'il y avait des gens en cravate qui ont débarqué pendant notre réunion de rentrée, il dit mais pourquoi pas nous alors Et on lui a répondu, un monsieur en cravate lui a répondu parce que le neveu de monsieur Bolloré aime bien ce que vous faites. Ah très bien, oui, donc c'est intéressant, comme quoi ça tient un peu de choses. Oui. Yannick, vous regardez de temps en temps, ça vous fait marrer? Je ne suis pas le neveu de Vincent Bolloré, que les choses soient claires tout de suite. J'adore, je suis super fan de cette émission. L'humour potache. Ouais, l'humour potache, puis qui nous permet de creuser aussi un peu plus loin, mais c'est une des très belles émissions de la télévision aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'à l'évêché, on regarde souvent le Zapoy. Quoique. Oui, plus. Oui. Il y a une séquence dans Groland qui s'appelle Le jour du feignant. Ça vous rappellera quelque chose. Vianney Huguenot, alors vous avez un coup de gueule. Oui, gros coup de gueule. J'arrive pas à comprendre, on est là face à des images absolument terribles, on change complètement de registre, face au massacre à Boutcha, ce qui se passe en Ukraine, on est là, totalement impuissant, on change complètement de registre. Je n'arrive pas à comprendre à quel moment la France et ses alliés européens vont décider. Alors, je sais qu'elles aident déjà l'Ukraine en termes de fourniture d'armes, etc., mais à passer la deuxième, si je puis dire, à aller plus loin, à fournir encore plus d'armes. On est là face à un massacre, je le disais, totalement impuissant. On observe ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui s'est passé à Boutcha, qui est terrible, c'est commis par l'armée régulière russe.
Et ce que disent un certain nombre d'observateurs, qui sont des grands reporters qui sont sur place et qui sont tout à fait sérieux, disent que ça, on est très en dessous de la vérité, finalement, parce qu'il y a des poches qui sont invisibles aujourd'hui, qui sont hors des radars des médias, où là, ce sont des milices, là, ce sont des groupes tchétchènes, islamistes qui ont été envoyés par Poutine, qui sont d'une brutalité encore plus phénoménale, si ça peut être encore plus phénoménal, et qu'on va découvrir des choses absolument terribles. Donc voilà, c'est une réflexion de citoyen aujourd'hui. À quel moment... Attendez, la France, l'Europe, c'est dégager des milliards, des millions quand il s'agit de sauver des banques, quand il s'agit, à juste titre, de sauver des entreprises. On l'a vu pendant la crise du Covid. Je pense que là, à un moment, il y a une démarche qui doit être beaucoup plus forte, et je ne suis pas le seul à dire ça, et qu'on doit concrètement, en termes d'armement, aider les Ukrainiens. Jeudi, l'Europe a décidé encore 500 millions de... Oui, mais je pense qu'il y a un moment, il faut... Alors, c'est facile de le dire quand on est autour d'une table, aussi de loin, on est des observateurs, d'accord. Mais je pense qu'à un moment, que la pression des opinions est toujours importante dans les décisions des gouvernements. Donc, c'est une toute petite, minuscule goutte d'eau. Mais je tenais à le dire, je pense qu'il faut qu'on aide absolument. C'est compliqué quand même autour de la table. C'est compliqué, c'est comme un incendie en fait. Il ne faut pas utiliser n'importe quel produit pour l'éteindre. Et le choix est compliqué parce que personne, sauf peut-être Poutine, ne souhaite avoir la responsabilité de l'étincelle d'une guerre mondiale. Donc, je suis d'accord, mais à ce stade-là, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites. Quand même, hein, quand on a poursuivi ce discours diplomatique et finalement on dit on peut rien faire, donc ne faisons rien. Finalement. Dans la réalité, ils ont livré des armes, mais il faut livrer des armes qui puissent être mises en œuvre par des gens qu'on n'a pas le temps de former. Oui. Donc il y a plein de choses qui sont complexes. Surtout, je ne suis pas expert, mais ce qui est compliqué, c'est que les armes, elles arrivent à la frontière à l'ouest, et que maintenant, compte tenu du transport, du conflit, entre guillemets, qui se met surtout sur le Donbass, il faut qu'elles traversent toute l'Ukraine dans des conditions de sécurité sans être attaquées par la Russie. Il n'empêche que Zelensky ne cesse de demander un renfort d'aide en armement. Même sur le volet économique, il y a aussi la cohérence des opinions, c'est aussi se dire est-ce qu'on est tous individuellement prêts à remettre en cause un peu de notre confort. On pense tous au boycott du gaz. Est-ce qu'on est prêt à, effectivement, je ne sais pas moi, l'hiver prochain, voir peut-être quelques heures par jour, avoir une coupure électrique ou ce genre de choses. C'est là aussi que ça joue. C'est moins certain, ça. Et ça, quand il s'agit de remettre en cause notre petit confort, je crois que là, la notion de guerre est peut-être un peu plus difficile à faire infuser, mais la cohérence de l'opinion, elle doit aussi se positionner sur ce genre de questions. Et ce n'est pas qu'une démarche humanitaire ou humaniste de la part de la France que je réclame. C'est aussi dans notre intérêt. Je veux dire que les choses ne s'enlisent pas ou que les choses ne se répandent pas au-delà, c'est aussi notre intérêt. Cédric, puisque vous aviez la main, il est aussi question de guerre, de conflit. C'était en 1871, c'est ça? Oui. Alors là, on revient au local, mais avec un vrai parallèle qu'on peut faire à bien des titres. C'est un colloque qui avait été organisé en septembre dernier, notamment en partenariat avec la ville de Metz, sur le traité de Francfort. Et donc, les éditions des Parèges et leur éditeur qu'on connaît bien, Sébastien Wagner, sortaient la semaine dernière un livre qu'on peut retrouver, je crois d'ailleurs, sur les étals du livre à Metz, qui s'appelle La blessure mal refermée. Et donc le livre, alors moi je ne suis pas un gros lecteur de données historiques, c'est pas, et je l'ai abordé un peu, on peut le dire, pour le boulot. Oui. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on peut vraiment le recommander pour des personnes, notamment comme moi, qui sont des Mosellans d'adoption. Et qui connaissent pas forcément les tenants, les aboutissements et même la psychologie mosellane. Et là, on a vraiment un condensé érudit, mais aussi accessible de comment ça s'est fait et quelles sont les petites conséquences, les grosses conséquences qu'on connaît les Mosellans au début du siècle dernier. Et les choses qui perdurent et qui font qu'encore aujourd'hui, il y a une particularité, il y a une psychologie mosellane aussi qui ne ressemble pas à d'autres. La Moselle n'est pas l'Alsace et beaucoup de choses aussi commencent autour de ce traité de Francfort. Donc vraiment avec forcément Pierre Bram, avec Denis Chamin, avec de nombreux contributeurs. Pierre Bram qu'on a vu à l'image avec le maire de Metz, François Grosdidier. La blessure mal refermée sur le traité de Francfort de 1871 et je me tourne vers Frédéric Schnur. Il faut faire vite, Frédéric. Coup de gueule ou coup de cœur? Alors, ça va être un double coup de gueule. Oui. Le premier coup de gueule, vous ne pouvez pas avoir d'image, c'est un anniversaire. C'est le 7 avril, dans des années très lointaines, parce qu'au moment où je vous parle, bien entendu, la date m'échappe. Mais c'est là où Attila
réussi, mine de rien, très historique aujourd'hui. À écraser Metz, hein, Oui. parce qu'on l'avait botté les fesses quelques mois auparavant, mais là il est venu, puis il était un peu furax, et donc là il a vraiment bien nettoyé le terrain. Donc c'était un sale anniversaire quand même. Et puis l'autre coup de gueule, tout simplement pour vous dire que je n'ai pas eu le temps de préparer de coup de gueule, et ça m'énerve. Donc c'est un peu un scandale, et comme je suis bien français, il faut me gueuler pour quelque chose. Je le reconnais alors, c'est un scandale. Passons tout de suite au premier thème de ce club de la presse. Rififi au centre hospitalier régional de Metz-Thionville avec une pétition en ligne qui a été lancée et qui demande la démission de Marie-Odile Saillard, c'est la directrice générale du CHR Metz-Thionville. Cette pétition compte déjà près de 1100 signataires. On lui reproche ceci, je vous propose qu'on écoute cet extrait d'un documentaire diffusé par nos confrères de France 3 et qui s'appelle « La lente agonie de l'hôpital public ». Je pense qu'aujourd'hui, toutes les équipes médicales, toutes les structures médicales ne sont pas toutes au même degré de maturité. Ce qui veut dire qu'il faut quand même essayer d'éviter le gaspillage, d'éviter le mauvais usage et puis aussi d'éviter le caprice. Des médecins sont capricieux ? Oh, nous sommes tous capricieux, les médecins le sont particulièrement, ce sont des divas. Voilà donc, ce mot de diva a été lâché, ça fait un peu sourire autour de la table. Alors ça arrive après 29 minutes de reportage, déjà un reportage qui est un reportage fouillé, une enquête qui dure près d'une heure. Yann, ça vous fait sourire, vous qui aimez l'humour potache et peut-être parfois un peu lourd. Non, je souris parce que je suis un peu outré. Oui. Mais je rappelle qu'il y a 2 ans pile, d'ailleurs on s'était retrouvé ici au Club de la Presse, le directeur régional de l'ARS s'était fait débarquer parce que l'ARS, donc la direction régionale de santé, parce qu'il avait dit que même en plein Covid, il continuerait à fermer des lits. Il était question de fermer 174 lits de mémoire. Et donc, on est quand même dans une politique nationale qui consiste à faire un peu schizophrène, comme on dit aujourd'hui. On demande à continuer la casse de l'hôpital public. Je crois que sous Macron, alors selon les chiffres, on est à 15 000, entre 15 et 17 000 fermetures de lits sur le quinquennat. Et puis finalement, on s'étonne d'entendre des choses comme ça qui, de toute façon, viennent de plus haut. Quand le directeur de l'ARS s'est fait virer, on a mis exactement le même qui a continué le même travail de casse. Donc là, on s'étonne, mais finalement, c'est une politique, la casse de l'hôpital public, qui date... Qui dure. Depuis plus de 20 ans. Hein. Cédric. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas se fâcher avec le corps médical pour des raisons. D'abord, on a tous intérêt, chacun, quand on va à l'hôpital, à être bien soigné. Non, mais moi, j'avais pas vu initialement le reportage. Et par curiosité, j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé avec attention le reportage en entier. Ce qui est intéressant, c'est que le reportage, on est sur deux séquences, en fait. Il y a vraiment ce côté où on parle de la casse de l'hôpital public. Là, on est vraiment sur un reportage très... Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de à charge, parce qu'il présente une situation. Et la séquence sur laquelle la directrice réagit, en fait, c'est pas tant sur la question des moyens, mais de la gouvernance. Oui. Et on est vraiment sur quelque chose de... Ils la font réagir par rapport, je crois que c'est l'hôpital de Valenciennes, oui, qui met en place une situation... on est dans une situation où les médecins, les chefs de service ont les moyens directement, en toute autonomie, de gérer. Et là, en fait, on est sur des enjeux de pouvoir à l'intérieur d'une organisation où les médecins, ce qu'ils ne supportent plus, et c'est ce qu'ils expriment aussi dans le reportage, c'est que les managers leur disent comment il faut soigner. Et donc l'exemple qui est pris à contre-pied, c'est à Valenciennes, où les chefs de service ont, eux, une enveloppe, et avec cette enveloppe-là, ils doivent la gérer, et c'est eux qui ont les moyens de mettre en place la politique médicale. C'est intéressant ce que vous faites, parce que c'est Marie-Odile Saillard, on va voir l'extrait de son tweet, puisqu'elle s'est excusée platement, évidemment, mais vous connaissez la virulence des propos sur le web, donc ça ne suffit pas. Les divas sont des personnes extraordinaires, douées de talents hors normes, et pour lesquelles j'ai une immense admiration, mais qui ont tendance à considérer qu'à ce titre, rien ne peut leur être refusé. Voilà, et les défenseresses de l'hôpital public, etc., etc. Évidemment, ça a fait du mal. Je vous propose que l'on entende celui qui était notre invité sur le plateau de Moselle Info avec Jean Milon. C'était le docteur Perronne. Écoutez la question que Jean Milon lui a posée. Alors, je vous posais une question très simple. Est-ce que vous êtes des divas ? Mais évidemment, regardez, je suis une diva, je suis avec ma couronne et mon sceptre. Évidemment que non, nous ne sommes pas des divas et nous ne sommes pas des capricieux.
hein, c'est insultant en fait. Hein. Il y a du mépris aujourd'hui de la part de la direction envers le personnel? C'est pas d'aujourd'hui. En fait, c'est passé en reportage et les gens l'ont vu, mais c'est pas, malheureusement, c'est pas. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'il y a 15 jours. Ça date depuis le départ. En fait, c'est un mépris qu'on ressent depuis le départ. Je ne parle pas en mon nom en particulier. Je tiens à le signaler tout de même. Je parle au nom des collègues, notamment des collègues de l'association qu'on a créée, où on est une centaine de praticiens quand même. Mais les gens, par peur de représailles, n'osent pas parler. Donc on m'envoie en avant en première ligne pour parler au nom des collègues qui sont, pour certains, beaucoup plus en souffrance que moi-même. Voilà. Mais on me l'a demandé, je le fais. Voilà. Frédéric, vous souhaitiez Cédric, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Parce que je pense que je la connais pas, la directrice, Madame Saillard, mais pour essayer de comprendre aussi, je pense qu'elle a eu le sentiment de se faire piéger. Et pour être tout à fait honnête, quand elle avance diva, quand on discute notamment avec des infirmières, avec les personnes qui sont autour des médecins, certains ont aussi ce sentiment. C'est pas une démocratie, l'hôpital. Il y a quelque chose de très hiérarchique, et certains ont l'impression aussi que les médecins eux-mêmes parfois maltraitent leurs équipes. Et donc parfois parce qu'ils n'ont pas les moyens, et parfois parce que dans la psychologie humaine, il y a un chef, il obéit, il fait obéir. C'est un peu comme dans les cuisines de chefs étoilés à l'ancienne. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et donc c'est aussi tout ça, je pense qu'il faut lire et entendre quand on entend le terme diva. De certains chefs étoilés, il y a plusieurs problèmes différents, on est d'accord. Vianney, vous n'avez pas encore évoqué ce sujet. Au-delà peut-être du cas de Madame Saillard, oui, c'est l'hôpital public en général qui souffre. Et puis au-delà du cas de ce reportage, parce que la tension, elle existe bien au-delà, bien avant. Les médecins, les personnels soignants le disent. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose quand même qui est symptomatique dans ce reportage. On voit des gens floutés. C'est quand même très symptomatique. C'est-à-dire qu'il y a un climat, il y a quand même un climat de peur et sur cet hôpital. Voilà, moi je voulais juste aussi réagir tout simplement en tant que patient, parce que je vais aussi. On y va aussi. Oui. On y va aussi. Oui. C'est ce que disait Audiard. Il disait, je me suis rendu compte que je vieillissais. Par rapport au fait que je discute de plus en plus souvent avec mon pharmacien plus qu'avec mon patron de bistrot. Ouais. Donc ce qui est mon cas actuellement, je fréquente plus, merci. Et je trouve que c'est extrêmement injurieux le terme de diva pour des médecins, moi que j'ai appris à connaître, des personnes soignantes que j'ai appris à connaître depuis peu de temps, et qui sont tous sauf des divas, qui sont des gens extrêmement à l'écoute, extrêmement compétents. Et je crois qu'il faut le rappeler. Je trouve qu'il y a une vraie maladresse dans ces propos-là. Mais ça pose bien d'autres problèmes au-delà. On l'a vu, on le voit aussi dans l'éducation nationale, on pourrait rapprocher ça avec l'éducation nationale, où aujourd'hui on est dans une comptabilité stricte et permanente sur un certain nombre de services publics, et aujourd'hui on le paye. Frédéric Chenu, sur le sujet. Il y a deux choses qui me dérangent. La première chose qui me dérange, c'est le côté tous dans le même sac. C'est-à-dire que partout, quand il s'agit de se défendre d'être une diva, on oublie qu'il y a probablement des divas, tant du côté des médecins que du côté de l'ARS, que du côté des ministres, que du côté des journalistes, que du côté des commerçants, des dessinateurs, surtout du côté des dessinateurs. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu tous dans le même sac qui m'ennuie, parce que oui, il peut y avoir des gens qui sont excessifs, qui sont bêtes, voilà, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'ennuie, c'est on ne parle pas du fond, et je suis très content d'avoir entendu l'intervention de Cédric, parce que là, on parle du fond. C'est quoi le problème de fond? Pourquoi on est amené à fermer des lits? Pourquoi on est amené à réorganiser? Pourquoi on est amené à... Et qu'est-ce qu'on retient finalement d'un reportage décrit comme fouillé, d'ailleurs travaillé? Une seconde, une petite phrase. C'est-à-dire, encore une fois, l'écume, encore une fois la petite phrase qu'on reprend, encore une fois... Vous n'êtes pas d'accord, là, je ne suis pas d'accord. Ça signifie des choses, parce qu'on met tout le monde dans le même sac et on ne prend que ça. Mais qui, par rapport aux 30 minutes ou à l'heure de reportage, qui réagit violemment? Le chef de service qu'on entendait répondre disait qu'effectivement, là, on prend juste un mot, mais que la situation est bien réelle. Enfin, le rapport des chefs de service, des médecins et de l'ARS ou la directrice de l'hôpital, qui est là pour faire de la comptabilité. Le problème, c'est un problème qui date, comme il l'a expliqué. Donc effectivement, c'est un petit mot qui met le feu aux poudres, mais enfin le problème est bien réel, quoi.
Oui, c'est le problème aussi des moyens. Et c'est en ça aussi que je pense c'est sur les moyens. Les moyens, parce que le reportage est même difficile à regarder. Moi, je trouve que c'est un reportage... C'est lourd. Lourd, Ouais, et qui est difficile, qui est parfois inacceptable. Et le fait qu'on ne retienne que ça, c'est ce que j'entends, c'est notre incapacité à réagir au vrai. On devrait être choqué par l'ensemble. Sincèrement, je crois qu'on a été choqué par l'ensemble. Parce que là, on débat aujourd'hui de cette pétition autour de la directrice générale. Mais on a été choqué. Allez voir notamment les commentaires qu'il y a sous la pétition. C'est très, très intéressant. Lisez les commentaires. Ce sont des gens, d'ailleurs, je suis un petit peu renseigné sur qui écrivait les choses. Ce sont des gens qui ont vécu ou qui vivent toujours de l'intérieur cette situation dans l'hôpital. Et vous verrez qu'ils ne s'arrêtent pas qu'à cette situation. Non, les choses sont regardées et observées beaucoup plus largement que ça. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est aussi le traitement d'ailleurs qui est fait sur l'hôpital de Valenciennes. Parce que ce qui est quand même dingue, c'est qu'avec les mêmes moyens, on se doute qu'à Valenciennes, j'imagine que globalement, la situation de l'hôpital public n'est pas beaucoup plus rose. Et on demande à Mme Seyard de réagir en lui disant... quand même, cet hôpital où tout le monde est heureux, où tout va bien, et on lui demande, c'est réellement ça qu'on lui demande, où tout va bien, ça vous fait pas réfléchir? Franchement, c'est pas sérieux. De manière générale, évidemment, l'hôpital public souffre, nul ne le contestera. C'est quand même assez étonnant. Vous parliez d'il y a 2 ans, lorsqu'on se retrouvait autour du Club de la Presse, il y a 2 ans, je me rappelle aussi qu'on applaudissait, qu'on sortait les casseroles, et qu'on était tous derrière le personnel soignant. Et aujourd'hui, ce que disent aussi les soignants, c'est que, puisque nous sommes en week-end de campagne, on ne parlera pas de candidats, mais ça a été quasiment invisible, ce sujet. Sur 12 candidats, nous n'avons quasiment pas eu de sujet lié à l'hôpital public, ou très peu. On l'a entendu, et puis aussi on l'a entendu par ricochet par rapport au problème des EHPAD, qui intègre aussi la question de la santé en général, et puis de la privatisation de la santé. Donc c'est vrai que, si j'ose dire, le problème d'Orpea a pris la vedette sur celui de l'hôpital, mais tout ça est lié quand même. Mais l'actualité, visiblement, on passe d'une face à l'autre sans intermédiaire, et ces soignants qui étaient valorisés, qui étaient aimés, adulés, se retrouvent quasiment aujourd'hui un peu dans l'oubli. Je pense pas. On peut pas applaudir encore. Ils ont c'est le sentiment qu'ils ont. Ils ont le sentiment que. Oui, mais alors, il y a 2 ans. Oui, alors. Et puis bientôt ce sera le sentiment des profs qui sont mal aimés. Bientôt ce sera. Il y a plein de catégories comme ça qui succèdent. Moi, je crois que on a quand même compris. En tout cas, à titre personnel, j'ai quand même le souvenir partagé avec d'autres personnes de se rendre compte qu'une personne qui fait un travail qui n'est pas forcément facile mais qui est nécessaire, et ça peut être aussi bien dans la santé que dans recevoir des clients pour enregistrer leurs produits en caisse et qui sont exposés et qui ont été surexposés aussi, et sans forcément les équipements qu'il y avait à l'hôpital. Non, moi je crois qu'ils sont pas plus mal aimés, c'est juste qu'on peut pas leur dire je vous aime, je vous aime, je vous aime en permanence. Oui, on est quand même dans une société du zapping, on passe d'une chose à l'autre très rapidement, on aime ce qu'on a détesté hier et vice-versa. C'est quand même un bouillonnement qui nous fait perdre un petit peu la tête. On ne déteste pas, c'est pas possible. Pardon ? Non, mais je ne parle pas spécifiquement des médecins, je parle en général de notre attitude. On saute du coq à l'âne, c'est devenu quand même un modèle politique, médiatique. Donc ça pose aussi des questions. C'est quand même un sujet qu'on n'a pas entendu, même si Yann dit que ça a été dans la campagne. On a entendu sécurité, pouvoir d'achat, l'hôpital public, la santé. On n'a pas entendu beaucoup de thématiques en réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de... J'ai pas eu l'impression que cette campagne est réellement... Alors, peut-être même sur des enjeux énergétiques, est-ce que vraiment il y a eu des débats ? Moi, on pourra se dire sans doute, et ça sera sans doute, quel qu'il soit, ça sera sans doute un des problèmes du futur président de la République ou de la future présidente de la République. Il y aura une question de légitimité, parce que dans une élection sans campagne, c'est comme une élection où il n'y a pas de visibilité sur qu'est-ce qui va se passer le lendemain. La légitimité, elle est claire, tu as plus de voix que les autres. Puis c'est comme ça la légitimité. La légitimité en démocratie, parce que dans ce cas-là, celui qui a 1% de moins, s'il avait été élu avec 1% de plus, il n'aurait pas été plus légitime, c'est des conneries. Mais quand il n'y a pas de débat. Alors attention, c'est des conneries. Frédéric est lancé, mais c'est la fin de l'émission. Allez, 30 secondes. Quelque chose qui m'a choqué, j'écoutais l'autre jour France Inter, vous savez, la campagne officielle de tous les mecs en enfilade des 12, clac, clac, clac. Je vais vous dire un truc, j'étais d'accord avec tout le monde. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans de la politique, on est dans de la
communication. Les mecs, ils arrivent et ils essaient de brosser le poil de tout le monde dans le bon sens. Allez, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de voir le deuxième sujet, puisque le sujet de la santé est un sujet important. On a bien compris qu'autour de la table, nous étions tous en train de vieillir un peu et que nous aurions forcément, tôt ou tard, plutôt tard que tôt d'ailleurs, besoin d'un médecin. Je vous propose le dessin de Catherine sur le sujet, donc sur cette pétition, et c'est un médecin qui dit « L'universitarisation, ce n'est pas facile à dire, n'a pas encore eu lieu et cet hôpital est déjà géré comme une fac ». Voilà pour le dessin de Catherine Créange cette semaine. J'avais aussi une citation à vous donner, mais je vous la donnerai d'abord des images. Pour un confrère, Olivier Dubois, qui est malheureusement prisonnier d'un groupe proche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique au Mali depuis 1 an, 8 avril 2021. Et il est âgé de 48 ans, travaillait comme journaliste correspondant pour de grands noms de la presse française. Et sa famille, eh bien, évidemment, à l'occasion de la présidentielle, remet, si je puis m'exprimer ainsi, un peu de pression sur le gouvernement, car au bout d'un an, ça ne bouge pas. Et c'est, selon les informations que nous avons en notre possession, c'est le seul ressortissant français détenu encore comme otage dans le monde. Et bien évidemment, avec les 4 chroniqueurs et tous les journalistes de Metz qui se sont mobilisés au Club de la Presse il y a très peu de temps pour accrocher ces banderoles qu'on espère voir vite décrocher, autrement dit synonyme de libération, eh bien nous avons une pensée pour Olivier Dubois et toute sa famille. La citation, justement en lien avec cette captivité, elle est de François Mauriac. « Je doute s'il existe pour la presse un crime d'indiscrétion, mais il existe un crime de silence. Le jour du règlement de compte, nous ne serons pas accusés d'avoir parlé, mais de nous être tus. » Voilà, c'est sur cette citation que nous nous quittons. Je ne sais pas si on la retrouvera dans le Groland prochainement, peut-être revue et corrigée, mais en tous les cas... C'est une citation qui fait réfléchir. Et pourquoi pas. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été parmi nous. Votez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro Entre deux tours. Et là, on pourra parler politique. Entre deux tours, un nouveau numéro du Club de la Presse.